Les thèmes du 22h ce soir dans la zone euro, les risques de contagion de la crise grecque plombent les marchés. L'Espagne est victime ce soir de rumeurs selon lesquelles le pays demanderait de l'aide au FMI. Les bourses européennes ont vécu un véritable mardi noir. Nos invités pour en parler, le président des finances de l'Assemblée nationale, Jérôme Cahuzac, et l'économiste Jacques Attali. Grenelle 2, alors que le projet de loi est en examen à l'Assemblée, le gouvernement lâche du lest sur une disposition controversée sur l'éolien. Et que reste-t-il des promesses du gouvernement? C'est le débat du 22h. Attentat manqué à New York, le suspect reconnaît son implication et parallèlement, les autorités pakistanaises viennent d'arrêter 2 autres suspects. Plus d'éléments tout de suite dans le tour de l'info, c'est en images avec Pierre Bon-Joseph. Journée noire sur les marchés européens. Ce soir, la bourse de Paris chute de 3,64%, Madrid 5,41% et Athènes chute de 6,68%. Au lendemain de la présentation du plan d'aide de 110 milliards d'euros sur 3 ans pour sauver la Grèce, les marchés craignent la propagation de la crise à l'Espagne. Selon des rumeurs, Madrid aurait besoin de 280 milliards d'euros et d'une aide du FMI. Une information aussitôt démentie, mais les marchés craignent le pire. Ce soir, l'euro est au plus bas depuis un an, à 1,30 $. Il affirme avoir agi seul. Ce soir, Faisal Shahzad, ressortissant américain d'origine pakistanaise, principal suspect dans l'attentat raté de Times Square, a reconnu les faits. Âgé de 30 ans, il a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion direction Dubaï. Le suspect aurait séjourné 5 mois au Pakistan, dans une région où les talibans recrutent. Ce soir, le Pakistan affirme avoir arrêté 2 autres suspects supplémentaires. En mai, fais ce qu'il te plaît, même du ski. D'importantes quantités de neige sont tombées dans le sud-ouest de la France. Ce soir, 23 000 foyers étaient toujours privés d'électricité. L'aéroport de Perpignan a même été fermé. Il y a encore une semaine, les températures flirtaient avec les 20 degrés dans les Hautes-Pyrénées. Aujourd'hui, elles sont plus proches de 0, un record depuis qu'on mesure les températures à Tarbes. C'était en 1946. Plus de 20 morts, 105 blessés, 3 attentats ont été simulés aujourd'hui à Paris, Saint-Denis et Melun. Un entraînement grandeur nature pour les forces de l'ordre et les forces de secours en vue de la candidature de la France à l'organisation de l'Euro de foot en 2016. La question de la sécurité fait désormais partie du cahier des charges des organisateurs. En tout, 1700 personnes ont été mobilisées pour l'opération Oméga 2010. Donc premier objectif, se préparer. Et deuxième objectif, éventuellement perfectionner ce qui peut l'être. Et enfin, troisième objectif, c'est aussi rappeler qu'il va y avoir dans 2016 la Coupe d'Europe de football, que le choix doit être prononcé le 28 mai. Et c'est souligné que nous sommes préparés. Éviter l'hémorragie. Aujourd'hui, la mission sénatoriale sur la désindustrialisation a officiellement pris ses fonctions. Demandée par le groupe socialiste, c'est le sénateur du Doubs socialiste Martial Bourquin qui la présidera. Il s'agit pour lui d'établir un diagnostic précis de l'état de la fuite des industries. En 25 ans, ce secteur a perdu 1,5 million d'emplois. Il est l'invité du 22h, le président socialiste de la commission des finances de l'Assemblée, Jérôme Cahuzac. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors malgré l'aide à la Grèce, eh bien on voit que l'euro tremble et que les marchés sont fébriles. Est-ce qu'il y a un risque d'échec de ce plan d'aide? Pour la Grèce, non. Dans les 2 ans qui viennent, la Grèce n'a nul besoin de s'adresser aux marchés financiers pour lever les fonds nécessaires à la marge du pays ou en tout cas de son État. Et de ce point de vue, le plan n'est donc pas un échec. Quant à savoir si ce sera un succès complet, nous ne pourrons en parler en toute connaissance de cause que dans 2 à 3 ans, une fois que nous saurons si, oui ou non, les mesures de politique intérieure que le gouvernement grec met en œuvre à la demande, notamment des pays de la zone euro, une fois que nous saurons si ce plan a produit ou pas ses effets, une fois que nous saurons si la Grèce est solvable Mais dès ou pas. ce soir, est-ce que vous êtes inquiet de voir que ça ne suffit pas déjà à calmer les marchés et peut-être les spéculateurs à venir? Je crois que là, ça touche moins à la situation de la Grèce, qui encore une fois est maintenant protégée pendant 2 ans des marchés financiers, 2 ans au moins. Ça touche plus l'Espagne. Ça tient davantage à une question de régulation financière dont on peut se demander si elle est possible ou si elle est impossible, si elle est urgente ou pas. Certains pourraient même regretter que depuis l'automne 2008,
un certain nombre de choses dont beaucoup pensaient qu'elles étaient nécessaires n'aient pas été faites. Alors, Jean-Louis Combeau est avec notre chroniqueur aussi pour prolonger l'entretien et poser des questions. Jean-Louis, je vous en prie. Alors, en Grèce, il y a un mouvement social. Le gouvernement est socialiste. Est-ce que vous comprenez ce mouvement social et est-ce qu'il peut faire échouer ce plan? Je ne crois pas qu'il puisse faire échouer ce plan, car même l'opposition majoritaire, quand les situations financières du pays allaient à volo, même l'opposition aujourd'hui au gouvernement socialiste grec soutient. Il y a donc une forme d'union nationale en Grèce qui peut effectivement se heurter à un mouvement populaire fort, mais il y a des institutions légitimes, un gouvernement démocratiquement élu. Je ne crois pas, en tout cas, que la Grèce, après avoir connu des situations financières et économiques très délicates ces derniers jours, puisse se payer le luxe de surcroît d'une crise politique. Oui, mais Jérôme Cahuzac, est-ce que selon vous, la Grèce, pour pouvoir bénéficier justement de ce plan d'aide, de cette bouée de secours, est-ce qu'elle a accepté des conditions qu'elle sait ne pas pouvoir tenir, compte tenu justement du contexte social? On rappelle qu'il y a eu des grèves aujourd'hui. Il est difficile de demander au peuple grec d'accepter une amputation pour les salariés de leur pouvoir d'achat, pour les pensionnés de leur retraite, pour les commerçants en général, une augmentation de 4 points de la TVA. Imaginez que ce plan d'aide puisse être accepté dans l'allégresse par le peuple grec, c'était quand même faire preuve d'une forme d'angélisme. Donc ces protestations sont tout sauf surprenantes. La question est de savoir si les autorités légitimes grecques tiendront ou pas cette politique. Je pense que oui, car le gouvernement grec... Confiant sur ce point. Je pense que oui, car le gouvernement grec fait preuve, en tout cas à ce soir, d'une responsabilité et d'un courage tout à fait exceptionnel. Mais est-ce que ce n'est pas trop dur? Parce que c'est ça la question. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de faire autrement pour un gouvernement socialiste, de faire autrement face à sa crise financière? La Grèce a un défaut de compétitivité de l'ordre de 25%, par rapport notamment à l'Allemagne. Il faut remettre ce pays à niveau économique par rapport à ses autres partenaires de la zone euro. Et les efforts que la Grèce n'a pas pu ou n'a pas voulu, quand je dis la Grèce, ses dirigeants, n'a pas pu ou n'a pas voulu faire ces 10 ou 15 dernières années, il faut les faire maintenant dans un temps beaucoup plus restreint. C'est évidemment très dur. J'ajoute qu'il y a quand même 2 éléments dont je suis surpris qu'on n'en parle pas davantage. Le premier, la Grèce possède des compagnies maritimes florissantes et nombreuses. Celles-ci bénéficient d'un privilège fiscal tout à fait exorbitant. Vous les appelez à revoir, il y a une possibilité d'économie, il y a aussi l'Église. Ces compagnies ne contribuent en rien aux recettes de l'État, ne serait-ce que pour 1 euro. Et l'Église orthodoxe est le plus important propriétaire foncier, ne contribue pas davantage aux ressources de l'État. Donc je crois que ces mesures sont effectivement très dures. Je pense qu'elles gagneraient à être perçues comme plus justes. Jérôme Cahuzac, on a parlé de la Grèce qui, selon vous, donc est immunisée pour ces 2 ans. Mais il n'y a pas que la Grèce aujourd'hui qui est menacée. Il y a l'Espagne. Les agences de notation pourraient, certains disent qu'ils pourraient dégrader la note de l'Espagne. Et les bourses européennes sont vraiment très fébriles. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Je pense que si vraiment ces situations sont déclenchées par les agences de notation, il y avait alors urgence, après l'automne 2008, à agir fortement pour les empêcher de nuire comme elles semblent devoir nuire. Les empêcher, c'est-à-dire Je voudrais quand même vous rappeler que ce sont ces agences de notation qui donnaient la meilleure note possible à des produits financiers dont on s'est aperçu quelques jours après que ces mêmes agences de notation les aient trouvés parfaits, qu'il s'agissait en réalité de produits pourris, passez-moi l'expression, mais c'est celle qu'il est convenu d'utiliser pour les qualifier. Et donc, je crois que c'est le directeur général du FMI qui recommandait de ne pas trop croire les agences de notation. Il me semble qu'il y a urgence à prendre leur notation avec un vrai recul. Mais que font les gouvernements pendant ce temps-là ? Écoutez, je crois que vous auriez eu de grands profits à inviter un membre du gouvernement ou de la majorité qui peut-être aurait pu vous l'expliquer plus utilement que moi. Je parlais des États. Les gouvernements qui sont en déficit excessif, eux aussi, voyez la situation de la Grèce se détériorer, il n'y a pas eu d'alerte. Ça pose la question de l'indépendance et de la fiabilité d'Eurostat. Et je crois qu'une des réformes à mettre en place de façon urgente est de rendre cette agence européenne indépendante, notamment des services de la Commission dont elle dépend aujourd'hui, indépendante et avec des moyens d'investigation. Ça crédibiliserait les jugements qu'elle pourrait porter et ça contrebalancerait, je crois, de manière très judicieuse ce que des agences de notation peuvent faire à l'occasion de manière farfelue dans l'instant, mais dangereuse à terme. Alors, avant de passer au dossier des retraites, Jean-Louis. Serait-il justifié que la France soit dégradée vu sa situation financière ? Cette hypothèse me paraît franchement inimaginable. Inimaginable parce que, en tout cas à ce jour, et si vraiment il faut faire des marchés des agences de notation les arbitres des élégances financières, à ce jour, la France emprunte sur les marchés financiers dans les mêmes conditions qu'il y a quelques années, et rien n'indique que les marchés
puisqu'encore une fois, d'aucuns estiment qu'il s'agit là des arbitres des élégances, rien n'indique que les marchés s'apprêtent en quoi que ce soit à rendre plus difficile l'accès de notre pays au marché financier. Alors, en France, mais vraiment rien. En France, Jérôme Cahuzac, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut une réforme des retraites. Et pourtant, les socialistes sont étrangement silencieux sur leurs propositions. À quoi ça tient ? Ça tient peut-être au fait que le gouvernement est d'abord silencieux sur ce qu'il veut faire. Et que dans un pays démocratique, il me semble que c'est d'abord au pouvoir qui est en place à dire ce qu'il doit faire et non pas à attendre de son opposition ce qu'elle éventuellement suggérerait. Au demeurant, votre jugement est un tout petit peu injuste. C'est une question. C'est pas votre question, pardonnez-moi, est un peu surprenante alors, à défaut d'être injuste, puisque nous avons toujours dit qu'il y a 3 paramètres essentiels pour la réforme des retraites, que sont le niveau des pensions, la durée de cotisation et l'âge légal de départ en retraite. Et qu'à ces 3 paramètres devait être rajouté un 4e de solidarité, dans la mesure où on ne peut pas demander aux seuls salariés ou aux seuls retraités de faire les efforts nécessaires à la réforme de ces retraites. Une fois que ce cadrage est effectué, on voit bien que ce n'est pas une question de principe, faut-il ou non réformer notre système de retraite? La réponse est évidemment oui. C'est une question de niveau d'effort demandé à chacun. C'est cela la négociation qui doit avoir lieu. Elle n'a d'évidence pas encore commencé. Alors justement, précisez-nous ce niveau d'effort. Parce que vous le parlez là en général, mais on aimerait savoir, entre la cotisation, âge de la retraite, etc., quel est le niveau d'effort nécessaire? Quelle est la masse d'argent que vous pouvez penser collecter pour ce niveau d'effort? Si l'on souhaite maintenir le niveau de vie des retraités, et je crois que notre pays peut s'enorgueillir d'avoir permis aux retraités de trouver un niveau de vie décent après la période des années 50 ou 60, où ce que l'on appelait la retraite des vieux était d'un niveau tout à fait indigne. Si l'on veut maintenir ce niveau de vie, il faut dégager entre 2 et 3 points de PIB de la richesse produite, donc chaque année dans notre pays. Est-ce que c'est inimaginable? Évidemment pas. 2 à 3% par la fiscalité. 2 à 3 points de PIB de la richesse produite, probablement par la solidarité, qu'il s'agisse de cotisation ou qu'il s'agisse de fiscalité. Alors 2 ou 3 points de PIB quand on sait qu'à échéance de 2050, puisque les chiffres les plus terrifiants, entre guillemets, ont été donnés pour cette année-là, quand on sait donc, disais-je, qu'à horizon de 2050, le PIB va doubler, je ne crois pas que ce soit un effort insurmontable. Mais c'est un choix politique. Est-ce qu'on consacre ou pas 2 ou 3 points de PIB supplémentaires à la retraite ou pas? Jérôme Cahuzac, c'est la dernière question, un peu plus personnelle. À la tête de la commission des finances de l'Assemblée nationale, votre style est plutôt offensif. En tout cas, il tranche avec celui de votre prédécesseur. Que répondez-vous à ceux que ça dérange? Je ne suis pas sûr que ça les dérange autant qu'ils le prétendent. Et si ça les dérange, j'ai envie de leur dire qu'on n'est pas élu président de la commission des finances pour faire semblant de ne pas voir ce que l'on voit. Donc Didier Migaud a, je crois, construit un système qui n'existait pas, puisque c'est la première fois dans notre Assemblée nationale que le président de la commission des finances appartient à l'opposition. C'était en 2007. J'ai quelques souvenirs de sujets soulevés par Didier Migaud qui a déclenché des colères mémorables de la part de nos collègues de la majorité, qui semblent opportunément l'oublier en espérant ne pas avoir à vivre ces moments avec moi. Vous ne changerez pas? Je pense que je ne serai pas moins président ou sincère que Didier Migaud. En tout cas, je m'y efforcerai. Merci beaucoup, Jérôme Cahuzac, d'avoir été notre invité ce soir. C'est moi qui vous remercie. La suite du 22h est tout de suite. Notre invité qui nous a rejoint, Jacques Attali, bonsoir. Bonsoir. On parle de la commission portant votre nom, qui est de retour. Et d'abord, pourquoi le retour de cette commission? Il y a urgence? D'abord, il fallait faire le bilan de ce que nous avions fait et proposé. Et le bilan est assez positif, puisque plus de la moitié des propositions que nous avons faites sont appliquées ou en cours de l'être, mais l'autre moitié ne l'est pas. Et puis ensuite, l'urgence de la croissance est encore plus grande aujourd'hui, dans la mesure où la crise financière extrêmement grave qui nous touche et qui peut conduire à une catastrophe financière mondiale dont la France ne serait pas exclue, rend plus nécessaire encore de réfléchir à la croissance. Pour les téléspectateurs, on va rappeler que la première commission portait sur la libération de la croissance en 2008, c'est avant la crise. Est-ce que pour cette nouvelle commission, les pistes seront orientées sur les déficits, c'est ça? Nous allons d'abord rendre un bilan et ensuite nous allons regarder ce qui est nécessaire. Mais les déficits sont évidemment un des enjeux. La dette publique est un frein à la croissance, il faut la réduire.
Mais il y a beaucoup d'autres sujets, l'emploi, la formation, etc. Certains disent que si on casse le déficit, on peut briser la croissance. Oui, mais si on maintient la dette, il n'y a pas de croissance. Donc c'est en effet une des contradictions dans lesquelles nous allons agir. Nous venons d'auditionner pendant plus d'1 heure Madame Lagarde. C'est de ça dont nous avons parlé avec elle. Et vous avez dit et écrit d'ailleurs que l'État doit arrêter de mentir sur ses finances. C'est donc l'heure de vérité maintenant, avant qu'il ne soit trop tard ? C'est tout à fait l'heure de vérité pour la France comme les autres pays européens. Nous sommes à un jour extrêmement grave où les différents pays européens peuvent partir dans une spirale qui détruirait l'euro. Évidemment, les conditions de la croissance se poseraient tout à fait différemment. Donc il est très important de créer les conditions stables d'une croissance qui exige une nouvelle gouvernance européenne, mais aussi beaucoup de réformes en France en termes de justice sociale et en termes de réforme de l'industrie. Vous êtes inquiet sur la situation actuelle ? Oui, bien sûr. En France ? Disons ailleurs, en Europe. En Europe ? Oui, en Europe, il est très important aujourd'hui de stabiliser les déficits publics, de rendre crédible une politique de réduction de la dette. C'est une des mesures fondamentales sur lesquelles nous allons travailler. Dernière question, Jacques Attali, cette crise grecque, cette fragilité, on l'a vu ce soir, de l'Espagne, du Portugal, est-ce que c'est l'acte 2 de la crise financière ? J'ai toujours dit depuis longtemps qu'on n'avait rien résolu dans la crise, qu'on avait simplement transféré la dette privée vers la dette publique. À un moment, la vérité a fini par l'emporter. Et donc cette commission va rendre son rapport ? Nous allons rendre un premier rapport sur l'état de la France tel qu'on peut l'annoncer pour 2020 si rien n'est changé dans 15 jours. Et ensuite, mi-juillet, nous rendrons un rapport définitif sur nos propositions. Et vous espérez que ces pistes deviennent des réformes à mettre en œuvre ? Au moins autant que le premier rapport qui a été appliqué pour moitié. Aussi bien pour la gauche que pour la droite d'ailleurs. C'est un rapport qui s'applique et qui sera valable pour 3 présidents, donc sans doute un président au moins de gauche. Merci beaucoup Jacques Attali. La suite du 22h et c'est l'heure à présent de notre débat autour ce soir du Grenelle 2. Le projet de loi est en examen actuellement à l'Assemblée nationale. Alors que reste-t-il des promesses du gouvernement ? On en parle dans un instant avec nos invités. Mais autre actualité aujourd'hui, Nicolas Sarkozy recevait les sénateurs UMP, opération séduction. Regardez, c'est un sujet de Sandra Cerquera. C'est au tour des sénateurs. Un mois après la débâcle au régional, le président continue de bichonner sa majorité. Une réunion qui arriverait presque trop tard, car les députés ont été reçus fin mars et certains sénateurs l'auraient presque mal pris. Il était temps de redonner confiance. Lorsque l'on trébuche, et là c'est d'une façon quand même très importante, on a analysé ce qui n'a pas convenu. Si c'est lié à un manque d'écoute de nos collègues, eh bien à ce moment-là, il faut effectivement s'améliorer. Et je pense qu'on n'a pas d'âge pour apprendre. C'est une manière d'apprendre aussi comment faire, comment diriger la France. En ligne de mire, la réforme territoriale. Entre la loi sur le voile intégral et les retraites, les sénateurs ont fini par penser qu'elle n'était plus une priorité. Et le président a promis que le cap serait maintenu. On a demandé un calendrier rapide pour que ce calendrier ne vienne pas interférer avec les futures élections cantonales. Et donc ce qui nous a été répondu, c'est que finalement la réforme pour l'essentiel sera votée avant le 15 juillet. D'autres ne voient là qu'une opération séduction à 2 jours de l'anniversaire de l'élection du président. J'ai pas de réponse, mais je n'attendais pas de réponse. C'est lui qui communique, vous étiez juste là pour l'écouter en fait. Oui, c'est ça. Mais les parlementaires devront s'habituer. Nicolas Sarkozy l'a redit, il les recevra tous les mois. Demain seront accueillis les députés, une nouvelle occasion pour le président de dresser son propre bilan avec le reste de sa majorité. Allez, on va parler tout de suite du Grenelle 2, mais pas seulement, avec nos invités. Marie-Christine Blandin, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice verte du Nord, également avec nous Fabienne Keller, sénatrice UMP du Bas-Rhin, bonsoir. Qui Bonsoir. revient tout juste il y a peu de temps de l'Elysée. Alors, est-ce que vous en savez plus sur le programme, sur les priorités des 2 années à venir ? Nous avons surtout évoqué les dossiers déjà bien connus, les retraites, un débat en cours, difficile, responsable. On parlait à l'instant avec Marie-Christine Blandin, on se disait que sur ces grands débats, ce serait bien d'avoir un consensus. On a parlé de la crise aussi, de la situation en Grèce, qui est sérieuse, qui exigeait l'unité européenne, la solidarité, c'est l'euro qui est en question, c'est aussi 30 ans, 50 ans d'histoire européenne, donc des dossiers sérieux. Le monde agricole a été longuement évoqué, les sénateurs sont des hommes et des femmes des territoires, et notamment des territoires ruraux. Est-ce que le temps des états d'âme des parlementaires après les régionales est passé ? Je ne crois pas qu'on puisse parler d'état d'âme, mais de grande concentration. On était au travail. D'ailleurs, le président a tenu à écouter les sénateurs. Il n'a presque pas parlé en introduction. Il y a eu de nombreuses questions assez variées, mais surtout beaucoup d'écoute
et une volonté en fait vraiment de s'engager, de se consacrer aux défis de la France, et l'économie et l'emploi ont été au cœur du sujet. Eh bien, on va parler d'écologie. C'est peut-être aussi au cœur des priorités. Donc, ce projet de loi Grenelle 2 qui est à l'examen à l'Assemblée nationale. Marie-Christine Blandin, comment d'abord vous jugez ce texte? Noël Mamère a parlé d'un texte vidé de son contenu. Il exagère. Oui. Alors, non, il y a quelque chose d'ambigu. Je pose la question à Marie-Christine Blandin, c'est Fabienne Keller qui répond. Nous avons cru à un Grenelle 1 d'orientation et un Grenelle 2 d'outils opérationnels. Ce n'était pas le cas. Il y avait des outils dans le 1 et nous sommes un peu déçus parce qu'ils ne sont pas mis en œuvre. Les décrets ne sont pas sortis. Oui. Et dans le 2, il y a des choses dont on se demande si elles vont être opérationnelles ou pas. Et surtout, il y a un contexte. Pendant l'intervalle, ont été promues des choses, le déclassement des installations classées, l'autorisation de pesticides, un nouvel OGM en Europe, c'est pas bon signe. Et puis plein de colloques contre le principe de précaution. Alors vous êtes en train de dire qu'il y a un climat écolo-sceptique, Fabienne Keller? Voilà, exactement, le mot juste. Je crois qu'on ne peut pas le nier. Il y a eu des décisions comme la taxe carbone qui n'ont pas fait plaisir aux gens très engagés sur ces questions écologiques. Par contre, je veux dire que je crois que l'esprit du Grenelle 1 est toujours présent si tout le monde le veut bien. On a besoin de garder cet accord entre toutes les parties, les entreprises, les syndicats, les associations, les responsables gouvernementaux. Oui, il y a beaucoup de volontarisme de votre part, mais on a l'impression que l'union sacrée, l'union nationale en tout cas, est loin derrière là. Écoutez, essayons de la faire vivre jusqu'à la fin de la semaine, en tout cas, pour que ce Grenelle 2, sur lequel vraiment la majorité présidentielle veut garder toutes les lignes directrices, assurons-nous tous ensemble que ce bon esprit est conservé, même s'il y a, le long du chemin, quelques déceptions, quelques positionnements un peu politiciens. Le chemin est long, comme dirait Raffarin. Absolument. Mais je crois que l'esprit du Grenelle 1 doit vraiment être très présent, c'est-à-dire les grandes orientations. Orienter, engager la France vers cette nouvelle économie verte. Alors on va parler... Excellent vœu. Oui. Dommage qu'il y ait tant de vos camarades qui tirent vers l'arrière. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui le débat a été plutôt positif. D'ailleurs, un amendement souhaité par les Verts sur les éoliennes a été adopté, ou plus exactement retiré. Christine Blandin, le gouvernement a desserré un petit peu l'étau sur l'éolien. L'UMP qui a retiré un amendement très controversé. Vous saluez cette initiative? Alors, faut-il dire merci quand on casse moins que l'on ne croyait que l'on allait casser? Non, du tout. On encourage l'éolien. Franchement, l'attaque était massive. Il y a un bataillon qui a cessé d'assaillir l'éolien. Bon, c'est pas suffisant. Il vient de sortir un rapport sur les pesticides par un député UMP qui nie la mort des abeilles, qui dit que les perturbateurs endocriniens, finalement, il y en a partout, c'est pas si mauvais que cela, et qui vraiment réhabilite les pesticides dans l'agriculture. C'est le contraire du travail exemplaire des associations pendant le Grenelle. Au contraire, limite la publicité en faveur des pesticides pour les particuliers. Donc je crois que la loi va bien dans le sens d'un meilleur respect de l'environnement. Et avant d'aller sur les différents sujets, c'est pas évident pour tout le monde. Ce Grenelle 2, c'est une véritable boîte à outils très technique. On a beaucoup parlé, souvent, tout au long de ces débats, du poids, pour pas dire de l'influence, des lobbies routiers, etc. C'est une réalité aujourd'hui, Fabienne Keller? Je crois qu'au moment où on prend les décisions, bien sûr, les lobbies sont présents et défendent leur intérêt. C'était toute la force du Grenelle 1 qui fixe des principes avant qu'on descende dans l'arène de la négociation pied à pied des mesures proprement dites, des seuils, des règles, qui est le cas, c'est le contenu du Grenelle 2. Donc je crois que c'est pas choquant que les lobbies se mettent en route. Par contre, il est très important... Il est important de garder la ligne et de positionner chacun par rapport à l'intérêt général. Il n'est pas choquant que les lobbies se mettent en route, il est très choquant qu'un chef de l'État et qu'un Premier ministre viennent s'agenouiller devant eux, un au salon de l'agriculture en disant l'environnement ça suffit, et l'autre au salon de l'automobile en disant vraiment il faut réhabiliter ce moyen exemplaire. On va réécouter le chef de l'État. Une fois c'était en octobre 2007 lors des conclusions du Grenelle de l'environnement, et puis en mars 2010 plus récemment c'était au salon de l'agriculture comme vous venez de le rappeler. On l'écoute. L'objectif est de taxer plus les pollutions, notamment les énergies fossiles, et de taxer moins le travail. Je m'engage à ce que la révision générale des prélèvements obligatoires se penche sur la création d'une taxe climat-énergie en contrepartie d'un allègement de la taxation du travail. Je voudrais d'ailleurs dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire.
Il faut que nous changions notre méthode de mise en œuvre des mesures environnementales en agriculture. Fabienne Keller, c'est parlant. Oui, il fait référence tout simplement à l'administration des mesures agricoles. Les agriculteurs remplissent beaucoup de formulaires, beaucoup trop, et visiblement, ça n'a pas toute l'efficacité attendue en termes de résultats. Ça, hein. Je crois qu'il nous en a reparlé aujourd'hui. Les agriculteurs sont extrêmement contraints aujourd'hui par un ensemble de réglementations qui les limitent terriblement. Mais ne pose pas écologie et agriculture. Alors que je crois qu'il faut construire une voie qui respecte à la fois la volonté des agriculteurs de faire de bons produits et le respect de l'environnement. Ils y sont prêts. Je pense qu'il faut inviter autour de la table la grande distribution qui fixe les normes de nos produits agricoles, des produits que nous consommons, de manière à ce qu'on accepte des fruits un peu plus difformes, des produits plus naturels, qui donc nécessitent moins de traitement. C'est un dialogue où il faut inclure la grande distribution et les consommateurs. Marie-Christine Blandin. Un amendement quand même a été déposé qui dit la réduction de 50% des pesticides qui était actée, c'était un consensus. Désormais sera soumise à la vérification qu'il n'y a pas de dégâts économiques ou sociaux. Et évidemment que si vous prenez une exploitation traditionnelle, le jour où elle diminue de 50% ses pesticides, elle a un petit fléchissement de son rendement. Alors, voilà. On a compris. Donc on risque de jamais l'appliquer, le 50%. Je vais mettre fin juste au débat sur les pesticides. Il sera dans la loi. Ce texte est plutôt quand même mal parti. L'opposition devrait... Non ? Attendez, une phrase, parce que vous me faites un regard. L'opposition devrait voter contre. Une partie de la droite, quand même, cherche à l'amender. L'Union nationale, quand même, a volé en éclats. Est-ce que Marie-Christine Blandin, vous voterez pour ce texte ? Eh bien, le président Sarkozy, avec ses méthodes, ne m'en laisse pas le loisir d'arbitrage, puisqu'il a posé le texte en urgence et qu'il est déjà passé au Sénat et que nous ne le reverrons plus, ni les amendements destructeurs, ni les corrections favorables. Est-ce que vous appelez vos collègues à l'Assemblée nationale ? Les collègues sont complètement autonomes, ils seront sur les bancs jour et nuit. Malheureusement, le Sénat est plus progressiste que l'Assemblée. Ici, on a le droit de présenter les amendements et de parler. Là-bas, le temps est contraint. Fabienne Keller, vous auriez souhaité qu'on aille plus loin sur ce texte ? Écoutez, je pense que tel qu'il est, le Grenelle 2 mérite d'être soutenu par l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale. Franchement, quand Noël Mamère dit que la taxe carbone a été abandonnée, la taxe poids lourd repoussée, ces deux thèmes ne sont pas dans ce Grenelle 2. Il a gardé toute sa consistance et j'invite plutôt tous ceux qui ont envie de soutenir la démarche extrêmement volontariste de Jean-Louis Borloo et du gouvernement, de les soutenir en votant ce texte et en ne se laissant pas entraîner par les journalistes qui aimeraient bien mettre un coin dans la stratégie environnementale. C'est la faute des journalistes. Non, c'est pas la faute des journalistes. Il y a eu un point faible. C'est la bonne vieille musique. C'est l'abandon de la taxe carbone. C'est vrai que ça a surpris, ça a fait suite à l'échec de Copenhague. On s'est dit, zut, la politique écologique est remise en cause. Ben non, alors, la question le Grenelle 2 est là et pleinement puissant. On arrive à la fin de ce journal. On rappelle que les journalistes ne font que suivre, analyser comme ils le peuvent les faits politiques. Alors, la question Figaro, on l'a posée donc avec notre partenaire. La voici, elle va s'afficher sur l'écran. Grenelle 2, Nicolas Sarkozy tient-il ses promesses ? Eh bien, vous le voyez, c'est assez parlant. Non à 64%, oui à 30%, encore plus de volontarisme peut-être. Merci beaucoup mesdames, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, restez avec nous, c'est Déshabillons-les. Et puis après, conversation d'avenir, belle soirée à vous. Je pense qu'il y a l'élection du président de la République, de Nicolas Sarkozy, en France, après une longue période de présidence de Jacques Chirac, et c'est un événement très considérable avec tous les changements inhérents à la personnalité du nouveau président et de son projet politique. Puis deuxièmement, comme beaucoup de Français, pensent qu'un événement important est intervenu à Washington avec l'élection de Barack Obama. Et j'ai 63 ans, dans 10 ans, je me vois au bord de la mer, à la retraite.
Le débat, il a lieu dans l'hémicycle, mais il a lieu aussi à Public Sénat. Donc vous contribuez au débat démocratique, vous l'enrichissez, et c'est extrêmement positif. Et je vous adresse toutes mes félicitations et mes encouragements. Ce que vous faites est déjà très bien. Continuez à bien travailler. Cela fait 10 ans que l'euro a commencé sa vie officielle, une vie faite d'espoir et de doute, de scepticisme et d'enthousiasme. Une monnaie unique aujourd'hui dans la tourmente grecque qui doit faire la preuve de son efficacité. Alors il a été l'un des plus proches collaborateurs de Laurent Fabius, justement au ministère de l'économie et des finances, c'est-à-dire s'il connaît tous les arcanes qui ont prévalu à la naissance de la monnaie unique. Aujourd'hui, il est l'un des chefs d'entreprise parmi les plus respectés. Serge Wimbert est le prochain invité de Leader, l'économie par ceux qui la font. Leader, l'économie par ceux qui la font, présenté par Gérard Bonos, c'est mercredi à 22h30 sur Public Sénat. En communication politique, on ne cesse d'innover, parfois avec succès, parfois un peu moins. Pour les 10 ans de Public Sénat, nous vous proposons de revenir sur tout ce qui a changé ces 10 dernières années. Quelles sont les innovations marquantes et quelles ont été leurs conséquences? Nous vous proposons de déshabiller en tout bien, tout honneur, les précurseurs de la communication politique avec 4 invités, un sémiologue, Denis Bertrand, pour décrypter ces images, et 3 communicants, Stéphane Rosès, fondateur de l'agence CAP et ex-responsable de l'Institut Sondage CSA. Vous étudiez depuis des années l'impact de l'attitude des politiques. Jean-Luc Manot, ex-journaliste, vous conseillez et avez conseillé plusieurs ministres du gouvernement Fillon, et Stéphane Fuchs de l'agence Euro-RSCG, qui conseille des grands patrons et des politiques de droite comme de gauche. On va commencer par une innovation qui vous concerne tout particulièrement, c'est l'arrivée des communicants au premier plan. Alors un des tournants a été la campagne présidentielle de 2002. À cette époque, Stéphane Fuchs, vous travaillez pour la campagne de Lionel Jospin avec Jacques Séguéla. Pendant ce temps, son fils, vous suivez. On va regarder un extrait de ce documentaire qui était passé à l'époque sur France 5. Alors, c'est pendant une interview de Lionel Jospin, et je précise, même si vous n'avez pas beaucoup changé depuis, Stéphane Fuchs, c'est la personne qui se cache la tête dans le canapé à gauche de l'écran. Il faudrait que j'ai gagné l'élection présidentielle. Bon, nous ne sommes pas encore au premier tour, donc nous verrons ces questions quand elles se présenteront. Mais je vous rappelle que un président de la République est un homme qui a obtenu une majorité, la majorité des Français. Donc la majorité, il l'a. Et ensuite...